La nouvelle escalade, c'est que les Israéliens ont attaqué l'installation nucléaire iranienne de Natanz. Ensuite, nous avons eu la riposte des Iraniens. Pour la première fois, les missiles iraniens frappent Dimona. Et pas seulement Dimona. Arad a également été touché. 2 missiles dans ces 2 villes. Dimona est si importante parce que c'est l'une des villes les plus protégées d'Israël. Ils y ont tout pour la défendre, en raison de son importance, bien sûr, puisque la centrale nucléaire s'y trouve et qu'elle constitue leur principale source de capacité nucléaire. Et je pense que les bombes et les armes nucléaires sont également présentes. Mais un seul missile a été tiré et a effectivement atteint sa cible. Les Iraniens envoyaient un signal aux Israéliens pour leur dire que, quand ils le souhaitent, ils peuvent frapper à l'intérieur d'Israël. Comment voyez-vous l'escalade en cours? Donald Trump en fait partie. Il a donné aux Iraniens 48 heures pour rouvrir le détroit d'Ormuz. C'est un autre sujet. Mais en commençant par ces attaques, la frappe israélienne sur les sites nucléaires en Iran, puis la riposte iranienne, quelle est votre analyse de la situation? Eh bien, tout d'abord, je dirais que Trump et Israël jouent aux bons flics et aux mauvais flics. Israël frappe les champs gaziers de South Pars, frappe une centrale nucléaire. Et ensuite, Trump dit « Oh, je leur ai dit de ne pas faire ça. » Ils ne le referont pas. Iran ne réagit pas à cela, leur disant en gros de ne pas riposter. Donc c'est progressif. On continue simplement à augmenter lentement la pression et on leur dit de continuer à reculer encore et encore. Et je pense que la bonne réponse serait simplement de riposter. N'écoute rien de ce que dit le bon flic, car le bon flic est tout aussi corrompu que le mauvais flic. Donc la bonne réaction, c'est toujours de riposter et de les ignorer. Fais-leur savoir qu'il y aura toujours des représailles, peut-être même plus qu'ils ne s'y attendent. Dimona, tu sais, il est difficile de dire s'il visait la centrale nucléaire ou non. C'est une petite centrale. Mais ce qu'on a clairement vu, ce sont 2 missiles patriotes qui sont montés. Peut-être que c'était des missiles du dôme de fer. Je ne suis pas sûr. On ne peut pas vraiment le dire. Ils sont montés et ont volé juste à côté du missile balistique qui arrivait, celui qui a frappé. Donc, c'est à peu près tout pour la défense aérienne dans ce cas. Les missiles balistiques sont difficiles à intercepter à cause de leur vitesse. Ils ne sont pas hypersoniques, ils ne sont pas manœuvrables, mais ils sont généralement tout aussi rapides. Ils suivent une trajectoire parabolique en approche. Donc je dirais probablement, je ne sais pas trop quoi en penser. Il est plus probable que ce soit un tir de semonce ou peut-être un tir manqué. Mais le fait est que, vous savez, avant tout, si l'on frappe une centrale nucléaire, il faut être clair sur certains points. Si l'on voulait réellement provoquer une fusion nucléaire, ces tours sont généralement conçus pour résister à l'impact d'un avion de type Boeing 747. Désolé de t'interrompre. Ils ont frappé le bâtiment de recherche et de technologie à Dimona. Ce n'était pas, tu sais, le véritable site nucléaire. Oui, ils ont aussi endommagé plusieurs immeubles d'habitation dans le coin, mais c'était à cause de l'explosion. Ça arrive en ville. Tu sais, si tu as des questions sur la guerre que tu as ordonnée, n'ordonne pas la guerre. Les Israéliens crient au crime de guerre alors qu'ils massacrent des Libanais, bombardent plus profondément en Syrie et pilonnent Beyrouth, utilisant du phosphore blanc sur des civils, tout en criant au crime de guerre. Je crois que le terme, c'est pleurnicherie agressive. Tu intimides les gens et quand tu te prends un revers, tu te mets à hurler et à pleurer que tu es la victime. Et ils font ça tout le temps. On le voit en ce moment même. Donc oui, on dirait que mon projet d'aller au Saint-Sépulcre pour la Sainte Pâque ne se réalisera pas.
Ça n'arrivera pas de mon vivant, en tout cas pas pour moi, car je suis à peu près sûr d'être désormais sur une liste noire des Israéliens. Bien sûr, ils ont aussi fermé l'église pour des raisons de sécurité. Cette église, si tu ne le sais pas, est celle où se trouve la pierre sur laquelle le corps du Christ a été préparé. Et la grotte où son corps a été déposé se trouve à l'intérieur de ce bâtiment. Enfin, la grotte n'est plus vraiment une grotte. Elle a été taillée en une structure distincte à l'intérieur de l'édifice. À l'origine, c'était une grotte sur le flanc de la colline, une tombe préparée. Puis les Romains, lorsqu'ils étaient païens et réprimaient le christianisme, ont construit un temple d'Aphrodite par-dessus, ont tout comblé et ont érigé ce temple. Et puis, lorsque Rome s'est christianisée, je parle de l'Empire romain, Sainte Hélène s'y est rendue et ils ont trouvé le site. Ils ont détruit le temple d'Aphrodite, découvert la grotte, construit une petite église au-dessus, et cette petite église est devenue une plus grande église. Puis cette grande église est devenue une immense cathédrale. Elle n'avait jamais été fermée depuis. Et maintenant, les Israéliens l'ont fermée. La Sainte Pâque est dans 3 semaines, et la question est de savoir s'ils vont l'ouvrir ou non. C'est une insulte pour tous les chrétiens orthodoxes, pour tous les chrétiens catholiques, pour tous les chrétiens arméniens. Je ne vais même pas compter les protestants, parce que, bon sang, la moitié du temps, ils ne savent pas ce qu'ils croient. Il y a 30 000 branches parmi eux, et la moitié se crie dessus en disant que les autres ne sont pas la bonne branche. Et s'ils sont sionistes, l'hérésie sioniste, alors ils vénèrent Netanyahou. Donc pourquoi cela les concernerait-il? Oui, il y a aussi ça. Désolé, je me suis un peu égaré. C'est juste que j'y pense beaucoup ces derniers temps à ce qu'ils ont fait à l'église, à la cathédrale. Si tu frappes, tu retourneras vers les tours. Ces tours sont construites pour résister à l'impact d'un avion lancé à pleine vitesse. Tu ne vas pas endommager ces tours. Enfin, un missile balistique le pourrait peut-être, selon la taille de l'ogive. Mais tu sais, ces tours sont très difficiles à faire tomber. Elles sont démolies de la même manière que les Allemands détruisent leurs centrales nucléaires, comme ils l'ont fait pour chacune d'entre elles, en utilisant des charges creuses pour les faire s'effondrer. Elles ne tombent pas toutes seules. Cela dit, si tu veux provoquer une fusion nucléaire, tu ne vises pas les tours, tu vises les pompes dans la section de refroidissement, parce que ces pompes et les générateurs de secours. Donc tu peux couper l'électricité, mais la centrale a encore besoin d'une certaine quantité d'énergie pour continuer à se refroidir, pour pomper l'eau dans les tours de refroidissement. Enfin, de la tour de refroidissement vers la chambre de réaction, afin de refroidir les barres. Sinon, les barres continueront à produire de la chaleur. Elles vont surchauffer. Je veux dire, tu n'auras pas de réaction en chaîne, à moins d'avoir suffisamment d'uranium à un niveau assez élevé pour une explosion nucléaire. Mais ce que tu auras, c'est que les barres continueront à chauffer jusqu'à commencer à fondre. Et l'eau déjà présente explosera dans une première explosion de vapeur. En général, la façon dont ces installations sont construites prévoit un grand réservoir d'eau en dessous. Cette eau est déjà radioactive, donc la vapeur qui s'en échappe est une vapeur radioactive. Ces réservoirs font partie intégrante du système et ils sont eux aussi radioactifs. Si le cœur fond à travers la base et atteint cette eau, cela provoquera instantanément une énorme explosion de vapeur, projetant de la vapeur radioactive dans l'atmosphère. Tchernobyl n'a pas réellement connu une explosion de cette ampleur. Il n'y a eu que la première explosion de vapeur provenant de l'eau déjà présente à l'intérieur. 3 hommes sont descendus sous la centrale de Tchernobyl. Il y a en réalité 3 blocs de production à Tchernobyl. 2 d'entre eux fonctionnent encore à ce jour. L'un d'eux a explosé, un autre a fondu. Et c'était Fukushima. Je crois que 3 réacteurs ont explosé là-bas, bien pire.
Ces types sont descendus en dessous et ont vidé l'eau radioactive. Je ne sais pas où ils l'ont vidée. Donc, quand le cœur a réellement fondu et atteint les chambres inférieures, il n'y avait plus rien, ce qui a évité une explosion de vapeur. Même avec seulement l'explosion de vapeur initiale et le nuage radioactif qui s'est formé, pendant environ une décennie, on a dit aux éleveurs écossais de ne pas monter dans les montagnes pour nourrir leurs troupeaux, car il y avait encore de la radiation sur eux. L'avantage d'un climat humide, c'est que toute retombée radioactive a tendance à être emportée par la pluie. Progressivement, tu sais, les cycles de pluie vont tout emporter. Une partie finira bien sûr dans la chaîne alimentaire, mais même cela finira par se filtrer et tout sera entraîné vers l'océan où ce sera dilué dans des quantités d'eau folles. Et ça, c'est juste les préliminaires. Donc, je veux dire, c'est le genre de catastrophe biologique qu'on peut provoquer. Je veux dire, Israël a déjà provoqué une catastrophe biologique en faisant exploser les réserves de pétrole au nord de Takharan. Ce nuage n'a pas seulement touché Takharan et affecté 9 millions de personnes là-bas, ainsi que les habitants du nord-est de l'Iran. Il est monté jusqu'en Asie centrale. Je ne pense pas qu'il ait atteint la Russie, mais il est arrivé au Kazakhstan, dans la partie sud du Kazakhstan. Donc cela a touché l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Tadjikistan, est entré au Kirghizistan, puis au Pakistan, en Afghanistan et en Inde, et a peut-être même atteint la frontière de la Chine. Donc, dès le départ, rien que pour cela, si Israël survit en tant qu'entité et qu'il est soutenu par l'Amérique qui le finance, il devrait être poursuivi pour les dommages qu'ils ont causés. Les dégâts écologiques à ces pays, et peut-être aux animaux d'élevage, aux cultures, et ainsi de suite. Mais si c'est une centrale nucléaire qui explose, eh bien Dimona se trouve à environ 120 km au sud de Jérusalem. Il ne monterait probablement pas jusqu'à Jérusalem, car il serait emporté vers la mer, directement vers Ashkelon et Tel Aviv, puis droit vers Chypre et le sud de la Turquie. Maintenant, si l'Iran est détruit, selon la direction des vents dominants à cette période de l'année, cela irait probablement vers le nord-ouest, en Irak, au Koweït, dans le nord de l'Arabie saoudite, dans ces régions-là. Donc oui, je veux dire, on ne parle pas de quelque chose qui se limiterait à un seul pays dans un cas comme dans l'autre. On parle de zones de catastrophe majeure. Quelle quantité de retombées? Vous savez, les gens qui vivent dans, c'est aussi discutable. Il y a environ 10 000 personnes qui vivent dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Et elles y vivent depuis longtemps. Beaucoup de gens ne sont tout simplement pas partis. Aujourd'hui, ils ne vivent pas à l'intérieur de la ville proprement dite, même si le niveau de radiation est assez faible en périphérie, car les gros blocs de béton en absorbent une grande partie. Mais quand on s'approche des carrefours, tu sais, la mousse s'accumule, la radiation se concentre, le compteur Geiger se met à crépiter et le taux de radiation grimpe assez vite. Plus loin, le corps humain peut s'adapter à ces niveaux de radiation. Cela peut provoquer un cancer ou pas. Mon oncle construisait des installations nucléaires pour l'Union soviétique. Il est mort d'un cancer, toute son équipe aussi. Un cancer de l'estomac. Il avait 69 ans quand il est mort. Et son frère aîné, ils utilisaient cette terre pour le jardinage, car ils étaient aussi ingénieurs militaires. Ils ont installé un jardin, sans se rendre compte qu'ils utilisaient un sol radioactif. Lui aussi est mort d'un cancer de l'estomac. Il avait 84 ans quand il est décédé. Donc vous voyez, cela soulève la question, quelle est la dose létale? Le cancer venait-il de la radiation? Peut-être. Mais quand on vit jusqu'à 69 ou 84 ans, on est de toute façon presque au bout de sa vie. Cela dit, si vous êtes juste à côté dans cette zone, oui, vous allez recevoir une forte dose de radiation qui peut causer beaucoup de dégâts. Donc il y avait ça. Mais maintenant, Trump menace, et c'est juste pour compléter ce qui précède. Donc c'était Trump avec Israël, jouant aux bonnes et aux mauvais flics.
Puis Trump arrive et dit « Hé, l'Europe, venez par ici. Nous n'avons pas besoin du détroit d'Ormuz. » Vous avez besoin du détroit d'Ormuz. Il n'y a aucun problème. Ils sont tous vaincus. Vous pouvez simplement passer. Ce n'est pas un gros travail. Eh bien, alors pourquoi la marine américaine ne le fait-elle pas? Et puis, en 2 heures à peine, il hurle « Vous avez 48 heures pour vous rendre », en gros, au sujet du détroit d'Ormuz. Nous allons tout détruire dans votre pays. À quoi l'Iran a répondu « Très bien, nous ferons la même chose à Israël, à la Jordanie et à tous vos alliés jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. » Que Trump mette cela à exécution ou non, l'impression qu'il laisse, du moins pour quiconque n'est pas un fanatique inconditionnel de Trump, c'est que ce n'est pas un homme rationnel. C'est quelqu'un de déséquilibré émotionnellement. Il part dans tous les sens. Et vous savez, il est peut-être temps d'invoquer le 25e amendement. Ouais, Au cas où quelqu'un ne le saurait pas, c'est l'amendement qui permet de destituer un président en exercice pour des déficiences physiques ou mentales. oui. Je pense qu'ils ne comprennent pas que les centrales électriques iraniennes, ou, disons, le réseau électrique, ne sont pas quelque chose qu'on peut frapper en un seul point, comme le plus important, et s'attendre à ce que tout le pays soit plongé dans le noir. Ça n'arrivera pas, car elles sont conçues pour se soutenir mutuellement. Vous savez, si une partie tombe en panne, une autre prend le relais. Le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre, tout est connecté. Si l'une s'arrête, les autres interviennent et maintiennent le système en marche. Ce ne sera pas si facile de le faire tomber. Oui, Nima, c'est vraiment mauvais. Ce n'est pas bon, et je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas avoir un effet en cascade. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis quand tout le Nord-Est est tombé en panne parce qu'un générateur canadien, faisant partie du même réseau, a explosé. Cela a reporté la charge sur les autres générateurs ou stations électriques. Et quand un autre a sauté, cela a simplement provoqué un effet en chaîne, l'un après l'autre. Il faut couper certaines parties de ce réseau à temps, sinon tout va s'effondrer et toucher les autres. Le mieux serait que chacune de ces zones soit indépendante des autres. C'est le plus sûr. Ainsi, si tu coupes le centre, cela n'affecterait personne d'autre, juste cette zone-là. La redondance est une bonne chose, et la production d'énergie aussi. Même là, je veux dire, comme je l'ai dit, une centrale électrique canadienne est tombée en panne. L'Espagne a connu la même chose tout récemment. L'Espagne et le Portugal. En gros, tout a commencé avec 1 ou 2 centrales qui se sont arrêtées, et cela a fait tomber toute la partie ouest de la péninsule ibérique. Donc en fait, oui, j'en ai parlé avec des gens. La théorie actuelle, c'est qu'il vaut mieux les déconnecter, avoir simplement des réseaux locaux. Cela offre une meilleure protection. Mais les Américains, bien sûr, les Américains vont en frapper une, ils vont tout viser. Et bien sûr, l'Iran va tout frapper en retour. Et comme nous le voyons avec l'Ukraine, bien sûr, l'Ukraine reçoit beaucoup de transformateurs acheminés depuis l'Europe, au point qu'ils commencent à manquer. D'abord, tout dépend de ce que l'on frappe. Ensuite, cela dépend de la manière dont on le frappe. Et oui, cela peut évidemment être mis en service. Lorsqu'on s'attaque au réseau de transformateurs, il y a les blocs ordinaires. Ils sont en fait en verre. Les transformateurs sont faits de verre et d'acier, avec des extrémités métalliques et des parties en céramique. Les rangées standards, elles, sont produites en série. Mais les premiers grands transformateurs de puissance, ceux destinés aux grandes centrales électriques, peuvent atteindre 3 étages de haut. Ils sont pratiquement fabriqués à la main. Le monde entier en produit peut-être environ 1200 au total. Les États-Unis en produisent environ 400 ou 500,
et ils sont généralement fabriqués pour des projets spécifiques, soit pour remplacer des modèles existants, soit pour une nouvelle centrale électrique. Ainsi, moins de 1200 sont produits chaque année dans le monde, et ils sont très coûteux. Ils sont énormes, et ces équipements sont difficiles à remplacer pour des raisons évidentes. C'est l'un des problèmes en Ukraine. Une fois qu'on en touche un, même si l'on en fait venir un d'ailleurs, il n'y en a qu'un nombre limité disponible. C'est l'un de ces secteurs très spécialisés à l'échelle mondiale. Peut-être qu'il n'y en a même pas 1200. Je pense que le chiffre est bien plus bas. Je crois que la Russie en produit environ 120 par an et en moyenne, les États-Unis se situent à peu près au même niveau, peut-être un peu plus que la Chine. Mais, vous savez encore une fois, si vous frappez là-bas, et de même si vous frappez en Arabie Saoudite ou au Qatar ou dans l'un de ces autres pays, ils vont avoir les mêmes problèmes, peut-être même davantage, pour acheminer du matériel. Vous savez, l'Iran a un arrière solide. Il s'appelle la Russie et la Chine. Ces pays saoudiens n'ont pas d'arrière solide, à moins que leur arrière ne soit si profond qu'ils s'appellent les États-Unis. Et alors, vous savez, on verra bien. Donc leur logistique est bien pire pour tout type de remplacement. Et nous allons voir comment tout cela va évoluer très bientôt, car le monde se dirige vers un effondrement massif, enfin, certaines parties du monde. Et je pense qu'à ce stade, ils sont absolument inévitables et ont déjà commencé à se produire. Il ne s'agira pas seulement des réseaux électriques. Ils vont s'en prendre au dessalement, à tout, aux installations pétrolières aussi, car ce ne sera pas limité aux réseaux électriques. L'Iran vient de dire que si cela se produit, ils s'en prendront à toutes ces installations dans les États arabes et en Israël. Et voici le point. Environ 5% ou 6% de la population iranienne. Eh bien, l'Iran connaît une sécheresse. C'est climatique. Le pays est en sécheresse depuis quelques années. L'agriculture iranienne en souffre beaucoup. Cependant, il y a suffisamment d'eau pour la population. Seuls 5% ou 6% de la population ont besoin d'usines de dessalement pour survivre. Ah, c'est 2%? D'accord. Israël dispose de suffisamment d'eau pour sa population. J'ai posé la question à plusieurs personnes, mais environ 75% de son secteur agricole dépend des usines de dessalement. Il n'y a pas assez d'eau pour l'agriculture. Là encore, c'est un environnement aride, et là encore, la région entière connaît une sécheresse. Cela dit, passons maintenant aux nations artificielles, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis. Ce sont des nations artificielles. Nous le savons. Vous savez, je suis allé à Dubaï pour un voyage d'affaires. J'étais directeur chez Halliburton. Nous avions une réunion là-bas, donc nous y sommes tous allés pendant environ une semaine. C'était en 2013. Et je suis le genre de personne qui aime visiter les lieux historiques. J'aime les ruines, lire à leur sujet, m'y promener, découvrir d'autres civilisations. J'étais déterminé à trouver le Dubaï historique. J'ai cherché partout sur Internet avant de partir, et je n'ai rien trouvé. Une fois sur place, j'ai parlé aux habitants, et ils ont ri, parce que le Dubaï historique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en gros la grande ville de Dubaï. Le Dubaï historique, c'était un fort en briques de boue pour le seigneur local, quelques dizaines de maisons et un tout petit port. Voilà le Dubaï historique. Il n'existe plus de Dubaï historique. Ils ont tout démoli. Il n'y a pas de ruines, car tout était en briques de boue. Je veux dire, ce n'était qu'un petit port pauvre appartenant à un sultan local, et la plupart des habitants étaient des nomades. Donc, il n'y a pas de Dubaï historique. Toute cette ville, tout, s'est développé grâce à des technologies importées. Avant tout, bien sûr, grâce à l'argent du pétrole et du gaz, et surtout grâce au dessalement. Ces pays dépendent du dessalement à hauteur de 75% à 100%. L'Arabie saoudite, un peu moins, bien sûr, car elle possède des champs de blé dans le sud,
Ils ont de l'eau dans la partie méridionale du pays. Mais malgré tout, leur population est bien trop nombreuse par rapport à la quantité d'eau disponible. Quelles régions sont chiites? Exactement. Eh bien oui, c'est le cas. Ils ont du blé dans le sud et des choses comme ça. Mais Riyad et toutes ces villes se trouvent dans des zones extrêmement arides, du moins depuis 6 ou 7 000 ans, j'en suis sûr. Pendant la dernière ère glaciaire, c'était des régions très humides. Mais nous ne sommes pas dans une ère glaciaire, Dieu merci. Et elles sont sèches. On ne peut pas importer de l'eau pour nourrir ces populations. Il faudrait importer des rivières, en flux constant. Donc sans dessalement, soyons francs, si ces usines de dessalement sont mises hors service, on se retrouverait face à un événement de perte humaine massive. Le corps humain peut survivre environ 3 semaines sans nourriture. Et si vous êtes vraiment gros, comme certaines de ces vaches obèses qu'on voit, atteintes d'obésité morbide aux États-Unis ou au Royaume-Uni, si on leur donne assez d'eau, elles survivront probablement un peu plus longtemps, car elles ont des réserves stockées. L'être humain moyen peut être 3 semaines avant de mourir de faim, peut-être moins. 3 jours sans eau. Dans le désert, vous ne tiendriez pas une journée. Et soyons réalistes. Quand la chaleur atteint 45 ou 50 degrés, elle aspire littéralement la vapeur hors de votre corps. À chaque respiration, vous transpirez. Tout se dessèche. Passer une journée sans eau, voilà la réalité. Maintenant, il y a quoi? 100 millions de personnes dans cette région. Disons même que 60 millions de personnes seraient touchées. Combien de personnes vont mourir dans les premiers jours? On ne peut pas évacuer autant de gens physiquement. On ne peut pas déplacer autant de personnes. On ne peut pas nourrir autant de monde en situation d'urgence. On ne peut pas apporter d'eau potable. Il faut considérer que le corps humain moyen, surtout en mouvement, essayant de survivre, de s'échapper dans une telle chaleur, même si l'on ne se déplace que la nuit, aura besoin d'au moins 3 litres d'eau par adulte. Les enfants en auront besoin de moins, bien sûr. Il est physiquement impossible d'apporter autant d'eau. Je veux dire, ce serait un événement de perte massive. En quelques jours, 1, 2, 3, 4 jours, on verrait une mortalité humaine massive dans cette région.